Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les canicules s'emballent. Xenia, elle les rend dingues. Philippe Murer, interview. Catastrophe économique et mesures pour redresser la France. Avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bernard Toussaint, Yann Penaud, Charles Vandel, Mister Guili Guili et Françoise Dominger. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Oui, Xenia, vraiment, elle les rend dingues. J'avais déjà abordé cette information hier, mais je me demandais qu'est-ce qu'ils reprochent tous ces journalistes aux ordres à Xenia. Oui, il faut sortir des noms d'oiseaux et autres épithètes. J'ai eu ma réponse dans un journal atlantiste, le Huffington Post. Il faut dire que Xenia a de quoi préoccuper, trembler dans les chaumières. Si la Russe, déjà, de 45 ans se défend d'être le relais de la propagande du Kremlin en France, ses propos collent à l'analyse de Vladimir Poutine sur les questions internationales, qu'il s'agisse de la responsabilité ukrainienne dans la guerre, sur un supposé démenti péril affreux dans les États baltes, ou encore sur une soi-disant censure qu'exerceraient les démocraties libérales occidentales. Mais qui sont ces lecteurs du Huffington Post ? Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'on vient de lire ? Selon l'aveu même du journaliste, le péril, ce sont des analyses de Xenia. Autrement dit, le débat, la contradiction, c'est fini, mais il faut le dire, messieurs les journalistes aux ordres, il y a donc une vérité officielle de l'Élysée, et si on émet une critique, on est insulté, shadowbanné, on doit disparaître. Puis on connaît la chanson, déplorable, anti-vax, extrême droite, pro-russe, complotiste. J'ai donné. Ces journalistes sont devenus complètement fous. Et regardez bien l'acte d'accusation. Xenia colle aux analyses de Vladimir Poutine. En langage journalistique, cela ne signifie strictement rien. Une information est vraie ou fausse. Point. Donc, dans ce qu'a dit Xenia, qui lui est reproché, est-ce que ce sont des fake news ? Eh bien, voyons voir, notamment les laitons et d'abominables personnages. Depuis 10 ans, dans la presse, on lit ce genre d'articles. Patriotes ou collaborateurs affreux ? Les laitons défilent pour commémorer les vétérans, oui, affreux. Cela fait donc 10 ans que la presse internationale reproche à la Lettonie de laisser faire ce genre de manifestation et que les gouvernements européens semblent avoir une certaine complaisance. Xenia 1, Huffington machin atlantiste 0. Ensuite, sur les torts sur cette guerre, demandons à un président français qui connaît bien la situation, François Hollande. François Hollande reconnaît le mensonge des accords de Minsk. Pas de paix dans le Donbass, non, c'était seulement gagner du temps pour que l'Ukraine, face à une guerre durable, puisse faire une guerre durable contre la Russie. Il avait été piégé par Vovan et Lexus, se faisant passer pour Petro Poroshenko. Oui, j'entends déjà des critiques, François Hollande s'est fait piéger. Moi, je vois surtout l'impossibilité en Europe de traiter ces questions. Parce que aux États-Unis, c'est beaucoup moins hypocrite. Victoria Nuland, celle qui a organisé le coup d'État de Maïdan et qui s'en est vantée. Et oui, Victoria Nuland, en 2016, se vante devant le Congrès américain de la manière dont Washington avait pris le contrôle total de l'Ukraine après le coup d'État de 2014. Elle a tout déballé sans honte. C'était la même qui avait expliqué, à l'aide d'un horrible gros mot, que l'Europe n'avait pas à se mêler de cette affaire. On sent que
les journalistes français sont très timides parce qu'ils pourraient interroger des témoins, notamment de Maïdan. Il y a un Français qui a participé à ce coup d'État contre un président légitime. Mais si, le candidat socialiste Raphaël Gluglu. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Jamais un journaliste du service public, comme Léa Salamé, ne l'a interrogé, Gluglu, sur son passé un peu trouble. Il faut dire que Gluglu a débuté sa carrière comme conseiller de Saakashvili, le tyran géorgien, le mafieux géorgien. Le rôle de Gluglu, le débarbouiller pour le rendre sympathique aux yeux de la presse occidentale. Gluglu, bébé BHL. Et beau résultat, le peuple géorgien s'est soulevé contre le despote Saakashvili. La suite, eh bien, le géorgien a emmené Gluglu dans ses bagages à Kiev avec son épouse. Vous ne connaissez pas Eka, la première épouse de Gluglu? Elle était sous-ministre de l'Intérieur en Géorgie. Ah, elle est jolie et sexy, hein. Histoire de faire oublier les arrestations arbitraires des membres de l'opposition. Et chose extraordinaire, après Maïdan, Gluglu a organisé la révolte contre un président légitime, on sait pour qui il travaillait. Elle fut nommée, donc récompensée. Elle devint de nouveau sous-ministre de l'Intérieur d'Ukraine. Ah, la police sexy, c'était la police selfie. On prenait des selfies avec les policiers ukrainiens, pendant que Poroshenko, avec la vraie police, traquait les russophones. C'est documenté par Amnesty International. Aux États-Unis, l'Ukraine, le scandale Burisma. Vous vous rappelez, le fils de Joe Biden, Hunter, avait un emploi complètement bidon, mais grassement rémunéré dans une société ukrainienne, Burisma. Un procureur ukrainien fut chargé de lutter contre cette corruption. Il mit le scandale à jour. Joe Biden intervint et obtint la peau du procureur. Plus tard, l'ordinateur de Hunter Biden révéla d'autres scandales, notamment sexuels. La presse mondiale, vous la connaissez, elle étouffa l'affaire pour éviter de mettre en danger le vieux Joe. Et l'Ukraine d'aujourd'hui, un homme venait de sortir d'un magasin à Kiev lorsqu'il fut immédiatement saisi par des agents de recrutement. Sa famille ne reverra jamais ses pommes. Il est certainement aujourd'hui en train de se battre sur le front. Vous voyez où je veux en venir? Dans la presse, on a besoin de débats, de contradictions, afin d'éviter la vérité officielle, la propagande, et cet air insupportable qu'on entend sur LCU ou sur les autres chaînes d'information, les méchants russes contre les gentils ukrainiens. Le monde est un peu plus complexe. Remarquez qu'à l'Élysée, il y a comme un aveu. Ils envoient les faibles d'esprit faire la propagande. C'est un signe. Titelman. Guerre en Ukraine, ce que fait la Russie aujourd'hui, c'est ce que faisait l'Allemagne affreuse. On notera que l'intéressé ne s'est pas exprimé sur l'inhumation du héros Melnik. Étonnant, non? C'est une belle illustration par Titelman de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, l'inversion accusatoire afin de nous brouiller l'écoute. Il y a la célébration de Melnik et hop, Titelman accuse Vladimir Poutine. Oui, ils en sont là. Zelensky célèbre Melnik. Tout le monde dort. Xenia Federova sur CNews. Attention, c'est grave. Voilà, Xenia 3, Huffington machin 0. Je ne vais pas développer sur la censure. J'ai consacré un numéro la semaine dernière entièrement à ce sujet. Mais remarquez une chose, l'article du Huffington machin montre mieux qu'une longue démonstration qu'il y a une vérité officielle, qu'on ne doit pas déroger à cette vérité officielle, sinon on est traqué par les journalistes. CQFD. Et puis, il y a quelque chose que ces journalistes aux ordres ne veulent absolument pas aborder. Timur Mendic, un proche de ZZ, a pu s'échapper avec l'argent de la corruption juste avant que le NABU, le service anticorruption, ne vienne l'arrêter.
L'Office anticorruption Naboo demande l'aide d'Israël pour retrouver un jet privé chargé de 800 kilos d'or, d'argent liquide de Mindish, très lié à Zelensky. Yarmak, Mindish, cela fait beaucoup de corrompus dans l'entourage de ZZ. Et chose très curieuse, tous les candidats à l'élection présidentielle française se précipitent à Kiev. Après Retailleau, Édouard Philippe. En visite à Kiev, Édouard Philippe exprime auprès de ZZ son engagement à œuvrer pour l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Les candidats à la présidentielle se précipitent tous à Kiev. Vont-ils chercher de l'argent pour financer leur campagne ? Voilà une question qui mérite d'être soulevée. On aura peut-être la réponse si la paix arrive. Le secrétaire d'État Rubio sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre dure depuis plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale et doit prendre fin. Les États-Unis sont prêts et disposés à faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour l'arrêter. Il y a une règle, si la guerre cesse, c'est un grand déballage. On risque d'en apprendre de belles. Un peu comme en Espagne, l'ancien Premier ministre espagnol, Felipe González, a été perquisitionné et on a retrouvé chez lui des millions d'euros de bijoux. Ah, c'est socialiste. Et dans la foulée, le ministre actuel espagnol, lui aussi, a été perquisitionné. La police espagnole a perquisitionné le siège du Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez. La police espagnole anticorruption a perquisitionné le siège du Parti socialiste au pouvoir à Madrid dans le cadre d'une enquête sur des allégations de financement illégal du parti, selon des rapports des médias espagnols. Eh ben dis donc, les petits copains de Gluglu, franchement, en ce moment, je me rappelle également que la vice-présidente du Parlement européen, une socialiste grecque, Eva Kaili, elle avait été arrêtée. On avait retrouvé à son domicile 800 000 euros dans des valises en billets. Ils ont des formations en corruption et barbouzerie au Parti socialiste. Il y a des rites. Allez, changeons de sujet, météo. Il y a quelques semaines, neige, gel, une mi-mai 2026 dans le top 10 des plus froides en France depuis 1945. Et là, changement d'atmosphère. La météo du jour. Vous remarquez qu'il n'y a pas de canicule le matin, quant à l'après-midi, ce sont des températures estivales. Ce phénomène s'explique, c'est une masse d'air chaud d'Afrique qui est bloquée sur la France par l'anticyclone. Phénomène connu et documenté. Mais sur les télévisions, c'est « on va tous bouillir ». L'apocalyptisme climatique est un problème de santé publique qui pourrait bien faire plus de victimes que les catastrophes climatiques elles-mêmes. En effet, ce système provoque de l'éco-anxiété. C'est à mettre dans la rhétorique globale de la peur. Le système veut maintenir la population dans un état de sidération pour mieux la contrôler et lui faire les poches. Cette semaine, le climat, avant les Russes, les virus, la dette, Mokhtar, la Chine, Mugs, etc. Sans la peur, comment accepter le pass sanitaire ? Sans la peur, comment accepter la folie de la transition énergétique ? Sans la peur des Russes, comment accepter le financement de la guerre en Ukraine ? Mais les acteurs de cette comédie ne semblent pas croire en leur texte. Canicule. Nous faisons face à une vague de chaleur exceptionnellement tôt. La prévention sauve des vies. Il faut boire régulièrement tout au long de la journée et se mettre à l'abri aux heures les plus chaudes. Parole révolutionnaire. Personne n'y avait pensé. On commence à en avoir assez de cette farce, et surtout cela revient à chaque fois qu'il fait beau. Interview. J'ai demandé à l'excellent Philippe Murer de venir expliquer les résultats économiques de l'Union européenne comparés à ceux de la France. Les clichés des européistes vont voler en 1000 morceaux. Enfin, il abordera les mesures qui pourront sauver notre belle France. À méditer. Bonjour Philippe Murer, heureux de vous retrouver dans ces entretiens. On vous connaît bien sur cette chaîne, vous êtes économiste, président du MPC, un mouvement pour le Frexit. Alors si aujourd'hui je vous ai demandé de venir, c'est pour parler de la situation économique. Est-ce que tout va bien en France? En tout cas, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Lescure, notre ministre de l'économie.
Est-ce que ça correspond Bah, à la situation? tout d'abord, bonjour Louis, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que tout va bien? Ben non, tout va pas bien, ça c'est clair. Ils essayent de faire des prophéties autoréalisatrices en espérant que ça s'effondre pas, mais là, je donne un exemple. Il y avait un dossier sur Le Figaro qui parlait de l'appauvrissement généralisé des Français. Et pas seulement, comme on le pense, des ouvriers, des salariés, des employés, mais aussi des cadres. Les cadres dont le pouvoir d'achat a baissé de 5% depuis 1996. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que les cadres s'appauvrissent doucement mais sûrement. Voilà, voilà l'état de la France. Et évidemment que la guerre en Iran, la hausse des prix de l'énergie, c'est un coût supplémentaire sur une France qui va mal. Le gouvernement explique que les caisses sont vides, hein. Ils ont d'ailleurs un discours assez contradictoire. D'un côté, ils essaient de rassurer, et puis de l'autre, ils nous expliquent que les caisses sont vides et qu'ils ne peuvent pas toucher aux taxes sur l'essence. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? Bah, à moyen terme, c'est qu'il y ait de la production et de l'industrie. À court terme, c'est plutôt baisser les taxes effectivement sur l'essence qui sont très très élevées, qui ont encore augmenté et qui finalement deviennent contre-productives puisqu'on a vu qu'on a eu une baisse très importante de la consommation de carburant par les Français qui peuvent plus le payer. On a eu une baisse, je crois, de 15% le mois dernier de la consommation de carburant. Donc c'est ça qu'il faut faire. Après, sur le moyen terme, c'est reconstruire une industrie. Enfin, sur le moyen terme, ça ira très vite. De l'agriculture et surtout de l'industrie, c'est ça qui redonnera du pouvoir d'achat, c'est de la production. Sans production, on devient un pays du tiers-monde. Il y a également une augmentation des faillites et une augmentation du chômage. Est-ce que c'est lié au prix du pétrole ou à autre chose? Il y avait déjà une fragilité et les prix du pétrole font encore augmenter le nombre de faillites qui est au plus haut historique, hein. On n'a jamais vu un taux de faillite aussi important et ça dure depuis presque 2 ans. Et effectivement, ça accélère avec les prix du pétrole, très clairement. Et là, ce qu'on a vu comme indicateur, c'est l'indicateur PMI composite qui donne l'état de l'industrie à l'instant T, hein, sur le mois de mai, qui était à des niveaux comme pendant la récession de 2008. Voilà, début de la récession de 2008. Donc on voit ou 2014, 2013-2014 avec la crise de l'euro, on voit vraiment qu'on est en train de rentrer dans des gros problèmes avec la guerre en Iran. En fait, en plus des entreprises fragiles, il faut bien comprendre que quand les prix du carburant augmentent, comme pour les entreprises de transport ou l'agriculture, ou les taxis aussi, qui avaient déjà des problèmes, évidemment, ça peut être la chose qui va couler des gens qui étaient en difficulté, quoi, très clairement. Ce qui va couper aussi, c'est le fait que les Français consomment de plus en plus d'argent sur l'énergie. Hein, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz, il y a l'électricité. Les dépenses discrétionnaires des Français sont coupées. C'est quoi les dépenses discrétionnaires? C'est les dépenses qu'on fait quand on a un peu d'argent, comme aller au restaurant, aller au cinéma, des dépenses de divertissement. C'est coupé, donc ça pose des problèmes à ces gens-là. Euh, voilà, donc, et puis, évidemment, en effet de second tour, on a le fait que l'inflation est en train de monter. On est à 3% en France, 4% aux États-Unis. Ça fait monter les taux d'intérêt à 10 ans, qui sont autour de 4%. Donc, du coup, c'est dur pour l'immobilier parce qu'on emprunte plus cher pour l'immobilier, c'est dur pour les entreprises. Voilà, donc on risque d'avoir à la fois une crise économique et ce qui est important, une crise financière. Alors, pas vraiment en France directement, parce qu'il n'y a pas de bulle financière, mais une crise financière aux États-Unis. On a une bulle financière comme en l'an 2000 aux États-Unis. Donc, on pourra avoir crise économique plus crise financière qui s'additionnent. Et là, Louis, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est que, vous voyez, le déficit public des États-Unis, c'est 6% du PIB, de la France, 5% du PIB. S'il y a une récession forte, on va se retrouver avec combien? 9, 10% du PIB. Et là, on rentre dans les pays qui ne sont pas à gros déficit, mais en des pays qui, plus personne n'a confiance dans des pays qui ont 9-10% du PIB. Donc, on voit qu'on pourrait avoir des problèmes absolument majeurs qui se dérouleraient si la crise se déroule, comme Et, on a l'impression qu'elle se déroule. et Emmanuel Macron continue de déverser notre argent à l'Ukraine, en Afrique, et par contre en France, il ne semble pas y avoir d'économie, puisque comme comme vous venez de le dire,
le déficit budgétaire est en train d'exploser, notamment Le déficit. sous l'effet des taux d'intérêt des Voilà. marchés. Et on vient de donner 18 milliards d'euros à l'Ukraine. Les 90 milliards d'euros de l'Union européenne, ça fait à peu près 20% pour la France, donc 18 milliards d'euros à l'Ukraine. Et effectivement, Macron a fait des annonces pour donner de l'argent au Kenya, prêter de l'argent au Kenya, au lieu de le faire dans l'intérêt des Français pour la France. Voilà, c'est tout le problème. On a des gouvernements qui ne s'intéressent pas aux Français, ils s'intéressent aux pays étrangers, aux étrangers. Et Emmanuel Macron s'est vanté sur les réseaux sociaux que la France était un pays très attractif. Est-ce qu'il n'est pas un peu en train de se moquer de nous au vu de ses résultats économiques? En fait, il tord ce chiffre économique. C'est pas tellement que la France, il y a des pays étrangers qui viennent installer des usines, c'est qu'il y a des pays étrangers qui viennent acheter des entreprises françaises, principalement. Donc, et ça, c'est pas une très bonne chose pour les Français, quoi, et pour la France. Donc, voilà d'où vient son chiffre d'investissement. C'est pas seulement des investissements durs pour construire des usines, c'est juste des investissements financiers pour acheter des entreprises qui, moi, je l'ai déjà vu dans des dossiers privés, hein, qui étaient ces entreprises parfois sont pillées et les emplois sont détruits en France pour être renvoyés. Je l'avais vu, c'était pour être renvoyé en Australie, parfois aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Donc, pas du tout une bonne chose. Il y a, il faudrait que je le vérifie, mais apparemment, on est à peu près comme les autres pays en termes d'attractivité, comme les autres pays européens au Oui, ça milieu, se joue à quand pas on le grand-chose. ramène au PIB. Oui, et d'autant plus que les investissements sont en train de baisser. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, regardez, nous sommes les plus attractifs, alors qu'il semblerait que c'est l'Union européenne tout entière qui subit de plein fouet cette crise économique. C'est pas, la France ne s'en sort pas mieux en quelque sorte. C'est tout le monde qui est en train d'aller vers le fond. Exact, exactement. C'est toute l'Europe qui descend des marches, en fait. Parce que quand on écoute les médias classiques, on a une petite musique que la France, c'est le pays qui va mal et que dans l'Union européenne, les autres pays s'en sortent. Alors que la France aille mal, ça c'est clair. On est bien d'accord. Mais la question, c'est si les autres pays s'en sortent, bon, en fait, il ne faut pas de Frexit, hein, soyons clairs. Dans ce cas-là, on va faire comme les autres pays qui s'en sortent très bien. En tout cas, sur le sujet économique, le Frexit n'est pas une nécessité. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, cette histoire que les autres grands pays. Donc, je vous propose, j'ai fait un tweet sur Twitter avec pas mal de graphiques et je propose aux auditeurs qu'on les regarde pour comparer la France aux autres grands pays européens qui sont comparables. Quand on regarde la production industrielle depuis fin 2019, bah, la France est à moins 1%, ce qui n'est pas brillant, mais on a l'Italie qui est à moins 3 et l'Allemagne qui est à presque moins 10. Voilà. Et l'Espagne qui s'en sort un peu mieux que la France de plus 1. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que la France, l'Italie de Meloni s'en sort bien, qu'il y a un miracle Meloni, et qu'en France, ce soit catastrophique. C'est partout pareil. Sur les ventes de détail, donc il y a un autre graphique, la hausse des ventes de détail, donc les ventes qui sont faites dans les commerces, les achats de consommation dans les commerces. Ce qu'on voit, c'est que l'Italie, elle souffre énormément. On est à moins 3%. L'Allemagne, il y a une petite hausse, en Espagne aussi, et en France, c'est là où il y a le plus de hausse de la consommation. Donc on voit que les Français sont forcément, ils sont en difficulté pourtant, mais c'est pas en France que c'est le pire. Le Oui, juste paie c'est de la quelque part consommation. Souvent, on des appelle ça ménages. voilà, c'est la consommation des ménages, mais qui ne résume pas le pouvoir, en fait, qui est décalé du pouvoir d'achat. Souvent, c'est des aides ponctuelles ou des Pas achats. forcément, ça dit quand même des choses, hein. Quand la Grèce, par exemple, il y avait le problème en Grèce, ça s'était effondré de 50%. Le pays, les gens consommaient 2 fois moins qu'ailleurs. Après, c'est sûr que les petites aides qu'il y a eu, les chèques énergie, ont permis de tenir un peu mieux en France qu'ailleurs, mais ça fait 20. En fait, il faut bien comprendre, quand je parlais du pouvoir d'achat des cadres qui s'effondrent en France, mais en Italie, c'est encore pire. C'est depuis 1992 qu'il y a des baisses de pouvoir d'achat pour tous les Italiens. Oui, on ne se rend pas compte à quel point la vie est dure pour l'Italie. Il y a une récession économique qui quasiment continue depuis 34 ans. Et vous pouvez retrouver des articles différents qui parlent des jeunes Italiens qui sont pourtant en sous-nombre, hein, puisqu'on sait qu'il y a un problème de naissance depuis longtemps, et qui parfois partent, souvent même partent en France ou en Belgique ou dans d'autres pays pour pouvoir vivre correctement. Parce qu'en Italie, c'est extrêmement difficile, quoi. Donc vraiment, on souffre en France, mais on souffre aussi énormément ailleurs. Et Autre pour juge de avoir paix, un, c'est... Oui, oui.
On peut avoir aussi un élément de comparaison par rapport à la croissance qui existe dans certaines zones asiatiques ou pacifiques ou américaines, où là, on n'a pas ces effondrements. Et c'est clair que il y a plein de pays qui vont bien dans le monde où il y a 2-3% de croissance. La Corée du Sud, Taïwan, la Norvège, la Suisse, ils ont des taux de croissance très raisonnables. L'Union européenne, c'est le trou noir de la croissance mondiale, très clairement. Et on va le voir sur le graphique sur les PIB des grands pays européens, en fait, où bah, l'Allemagne, on est à zéro depuis 6 ans. Quoi. En fait, c'est quand même extraordinaire. Le pays que nous citaient les journalistes en exemple, en disant il faut faire comme l'Allemagne dans les années 2010-2015, bah voilà, l'Allemagne a zéro croissance depuis 6 ans et en développant le déficit budgétaire. Hein. Comment analyser cette chute de l'Allemagne? Est-ce que c'est le prix de l'énergie? Est-ce que c'est la politique de Merkel sur la euh, transition énergétique? Ça, c'est un thème important. Premier thème, c'est effectivement l'Allemagne avait beaucoup d'industrie. Le problème, c'est que l'industrie s'est effondrée de un quart depuis 2017. Un quart de l'industrie a été rasé en Allemagne à cause de l'énergie chère. La politique de panneaux solaires, d'éoliennes qui fait que l'électricité en Allemagne est très très chère. Elle est au-dessus de 30 centimes le kilowattheure. Donc, c'est une des plus chères du monde. Très clairement, ça a joué un rôle. Et L'autre peut-être chose, aussi, c'est la Chine. oui, j'avais pensé au L'autre chose, c'est la libre-échange. Chine. Mais C'est le libre-échange avec la Chine, qui à un moment donné a bénéficié à l'Allemagne qui vendait des voitures en Chine, en veux-tu, en voilà, et qui maintenant se retrouve à importer plutôt des voitures de Chine et en exporter de moins en moins. La production et automobile, en fait, allemande s'effondre. Et c'est aussi la politique de Merkel qui était d'avoir tout parié sur l'industrie automobile, sur le libre-échange, pour vendre le maximum de voitures dans le monde. C'est en train de se retourner complètement. ouais, et je veux ajouter un point, c'est que les Allemands vendaient également beaucoup de machines-outils à la Chine. Et aujourd'hui, eh bien, les Chinois deviennent leaders de la machine-outils, des machines-outils. Donc Et c'est ils en en train de... exportent en Allemagne. Voilà. C'est tout à fait juste. Ils en exportent. Ils sont en train de devenir déficitaires sur les machines-outils par rapport à la Chine. Ce Alors qui est qu'ils dû, étaient on le leaders mondiaux. sait, les Chinois sont très brillants, évidemment, mais c'est dû aussi au taux de change de la Chine qui est tellement bas que bah, les prix de tous ces produits sont 2 fois moins chers que les autres pays du monde. Ce qui n'est pas logique, c'est parce qu'ils sous-évaluent leur monnaie. Et l'Europe ne fait rien contre ça. Très clairement, par exemple, sur l'industrie automobile, il y a la politique des États-Unis qui a mis des droits de douane de 100% sur les voitures électriques. Donc, il n'y a pas de voitures électriques chinoises qui rentrent aux États-Unis. Et en Europe, on a mis des droits de douane relativement faibles, différenciés selon les constructeurs, ce qui fait qu'on est envahi par les voitures électriques. Donc, en fait, l'industrie tient aux États-Unis pour continuer à se développer et l'industrie s'effondre en Europe automobile parce qu'on se fait bouffer la laine sur le dos par les Chinois. Oui, j'ai vu que d'ailleurs, certains constructeurs automobiles européens étaient en train de signer des accords avec des constructeurs chinois. Donc c'est le loup est en Pour train de rentrer vendre dans... des, Ouais, des usines, pour louer des usines à des constructeurs automobiles chinois, très clairement. Et ouais, donc ouais. là, sur le PIB, ce document qu'on a regardé, on voit que la France et l'Italie, c'est la même chose, en n'oubliant pas que l'Italie a l'énorme avantage d'avoir un plan de relance de 200 milliards d'euros depuis le Covid à sa disposition, qui est fourni par les autres pays européens. 200 milliards d'euros, donc ça fait 40 milliards d'euros qui sont investis en Italie par an par l'Union européenne. Et il faut aussi ajouter qu'en France, notre pouvoir d'achat est financé par le déficit public. Tout à fait. Oui, en partie, tout à fait. Donc, c'est pas bon en France, c'est très mauvais, mais on voit que, voilà, à part l'Espagne qui est sortie du marché européen de l'électricité et qui depuis s'en sort pas trop mal, parce que au moins ils ont une partie de l'énergie qui est pas chère, qui a aussi une politique extrêmement dangereuse de prendre 800 000 immigrés par an pour les faire travailler dans les petits boulots, mais extrêmement dangereuse de court terme. En fait, on voit que voilà, la France est en milieu de peloton. En fait, ça va mal partout en Europe. Et quand on voit, vous vous rappelez, Louis, à un moment donné, on parlait du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, qui était une catastrophe en France et qui allait bien en Europe. Ben, on voit sur ce graphique que oui, la parité de pouvoir d'achat, elle baisse. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la richesse, grosso modo, par habitant chaque année, ben, elle est en baisse en Allemagne de 2019 à 2024, en légère hausse en France, légère hausse en Espagne et un peu plus forte hausse en Italie. Donc on voit que là aussi, c'est des trucs bidons. Ils vont prendre un chiffre avec un pays, quelques années, mais le thème, grosso modo, est pas bon. Sur le graphique,
En 5, on voit qu'on a un problème de naissance gigantesque en plus. C'est-à-dire qu'en France, on a encore un équilibre relatif entre les naissances et les décès, bien qu'on soit en train de passer sur des naissances légèrement supérieures aux décès. Mais en Espagne et surtout en Italie, en Allemagne, on est dans la catastrophe à ce niveau-là. On perd en fait naturellement, sans immigration, 300 000 habitants par an dans ces deux pays. Donc, voilà, des problèmes Oui. à venir que nous n'avons pas, au moins de ce point de vue-là. Et autre chose, déficit public. Alors là, c'est vrai que sur le déficit public, on voit que l'Allemagne est partie à creuser son déficit public encore plus que la France, mais elle partait d'un excédent budgétaire de plus d'1% du PIB, que l'Italie l'a creusé aussi, que l'Espagne a réussi à le réduire légèrement. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a un problème de déficit public en France et ça permet de tenir un peu plus ça a permis de tenir l'économie. Maintenant, sera l'effet inverse. Mais effectivement, tous les autres pays creusent quand même le déficit public. Mais là, c'est vrai que sur le déficit public et la dette publique, la France est quand même le pays qui le moins bien sorti depuis 5 ans, alors que sur les autres indicateurs, elle s'en sort plutôt légèrement mieux ou à peu près pareil. Sur la dette publique, il faut bien voir qu'elle a légèrement augmenté en Allemagne, en Espagne, en Italie, alors qu'elle a augmenté assez fortement en France. Là, c'est le point noir, effectivement, du pays. Oui, et d'ailleurs, la fiscalité française n'aide pas les investisseurs, hein, n'aide pas les investissements. Également, sur Non, les... la fiscalité, qui est là pour tenir le modèle social, pour que les gens continuent à recevoir des retraites, alors qu'il y a de plus en plus de retraités, en fait, la fiscalité a augmenté parce que, en fait, il y avait un appauvrissement du pays, très clairement, et puis on a tenu en faisant de la dépense publique. On a tenu la France, mais comme on a tenu beaucoup de pays européens, en faisant de la dépense publique, et l'Allemagne est l'exemple typique, Louis. Vous voyez, l'Allemagne n'arrive plus à s'en sortir au niveau automobile, au niveau industriel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la dépense publique pour faire de la commande militaire. Elle est en train de faire exploser les dépenses militaires de défense qui sont devenues très largement supérieures à la France. Voilà, et c'est pour tenir, entre guillemets, la croissance par de la dépense publique et donc de la construction d'armes. Voilà. L'Europe n'a plus que ça Ouais. aujourd'hui parce qu'elle est en panne sèche. Mm. Et il y a ce conflit en Ukraine et en Iran, et certaines prévisions sont très inquiétantes, puisque si on continue à avoir un pétrole, une énergie très chère, s'il n'y a pas suffisamment d'engrais, si les matières plastiques ne peuvent plus circuler, on risque d'avoir de gros soucis dans l'Union européenne. Ah oui, parce que évidemment, on part d'une situation fragile. On a déjà descendu des marches, donc on va descendre beaucoup plus vite que les pays qui étaient en bonne santé, comme l'Inde qui s'en sortait mieux avant. Donc ça va être d'autant plus difficile. Et puis, comme l'Union européenne a été totalement stupide à se priver de pétrole et de gaz russe, de relativement équilibrée en consommation d'énergie selon les pays, elle est devenue beaucoup plus dépendante du Golfe. Donc déjà, ça lui pose un problème. Ça pose un problème, par exemple, on départ du gaz du Qatar qui n'est plus exporté, et donc le prix du gaz en Europe est devenu 5 fois plus cher qu'aux États-Unis, 3 fois plus cher qu'en Chine. Donc voilà, ça va encore un peu plus ruiner l'industrie, comment vous voulez. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est là où on voit la stupidité absolue de nos dirigeants ou leur malfaisance. Comment vous voulez que les industries, les usines européennes s'en sortent quand elles payent le gaz et l'électricité, qui sont les deux principales énergies, entre 2 et 5 fois plus cher qu'en Chine et aux États-Unis? Il n'y a Oui, il y a aucune une chance. ouais, une perte de compétitivité. Ouais. Mm. Aucune chance. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a l'usine géante, les usines de BASF, le géant de la chimie, qui se délocalisent en Chine, par exemple. Voilà, et tout un tas d'industries qui se délocalisent partout. Il n'y a absolument aucune chance. Mais je voulais revenir sur un petit point, parce que les européistes nous disent oui, mais en fait, à cause des développements de l'IA, de la robotique, des véhicules électriques, en fait, il faut être dans l'UE pour peser, pour avoir un grand marché unique. Ils nous répètent d'ailleurs la première chose, c'est qu'ils nous le répètent à chaque crise. Pour faire face aux États-Unis sur le numérique, sur Internet, sur les panneaux solaires, éoliens, énergie renouvelable, il fallait compter, peser, être un grand marché. Est-ce qu'on y a réussi sur le numérique? Pas du tout. L'Europe est absolument nulle. Elle a complètement raté cette révolution. Et sur les énergies renouvelables, pas beaucoup non plus. Alors qu'on n'a que des pays hors de l'UE comme la Corée du Sud qui ont très très bien réussi sur le numérique, qui
ont des parts de marché très importantes dans la production de microprocesseurs et d'autres produits, même d'ordinateurs, des pays d'Asie qui ont très bien réussi. Donc on voit que c'est une absurdité. Puis en fait, le passé nous dit quoi? Qu'en fait, ces pays-là, Corée du Sud, tous les pays d'Asie, vous êtes en Asie, on le sait, Louis, vous le savez, beaucoup de pays d'Asie réussissent très bien. La Norvège, la Suisse, l'Islande. Ouais, Est-ce qu'ils sont dans un ouais, grand machin européen? Non. non, mais ça m'a été expliqué par le patron d'Alstom, hein, il y a quelques années, qui m'a dit, bah, c'est simple. Avant, on avait de grandes entreprises françaises parce que la France investissait dans la recherche et le développement. C'est-à-dire que les grandes entreprises avaient des marchés domestiques qui leur permettaient de limiter les coûts de recherche et développement. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'investir dans ces grandes entreprises. Donc, voilà, c'est fini. Vous ne pouvez C'est fini. plus L'État lutter stratège contre qui les... permettait de dire on Ouais. va construire un TGV avec Alstom, on a les technologies, on va développer tout ce qu'il faut, et on construira un TGV avec l'argent, avec au départ de l'aide d'État et de la commande publique. Ça, c'est terminé, quoi. Et ce TGV, il a Interdit. produit énormément de richesses en France, mais aussi à l'exportation. Donc, c'est des technologies extrêmement importantes. Et puis, ça développe des mines de sous-traitants derrière aussi. Il faut bien comprendre. Ça Et développe oui. Alstom, mais ça développe tous les sous-traitants qui vont aussi travailler dans d'autres ensuite domaines connexes, quoi. Donc, ça Et développe c'est tout le l'écosystème. autre entreprise, on peut prendre Boule, qui était dans l'informatique. Il y avait la commande publique qui permettait à Boule d'exister. Il y avait la commande militaire, il y avait la commande de l'État, et Boule, c'était une entreprise qui pesait des milliards et des milliards. À partir du moment où vous interdisez à l'État d'acheter les produits Boule, c'est fini. Et qui faisaient des supercalculateurs qui ont été achetés par l'État français, oui, qui Mm. étaient d'être très bons supercalculateurs. Même si ce n'était Mm. pas une réussite parfaite, c'était déjà une réussite. Mais le problème, c'est que les européistes ils pensent que l'Union européenne, c'est une France en grand. Mais le problème, c'est que c'est ni une France en grand, ni une Allemagne en grand, ni une Italie en grand, ni une Pologne en grand. En fait, si c'était un seul pays, bien sûr que ça serait mieux. C'est mieux d'avoir une France réunie plutôt qu'une France morcelée en quatre puzzles, en quatre pays différents avec un plus grand marché, sans compter tout le reste. Le fait qu'on n'a pas envie que la France soit divisée. Mais l'UE, elle est formée de pays qui ont une vision différente, des identités différentes, qui veulent des politiques différentes. Donc, c'est pas une équipe, c'est des gens qui tirent, un attelage qui tire dans tous les sens, donc qui est complètement Et immobile. d'ailleurs, et il faut ajouter que les lois européennes font que tous ces pays sont en concurrence. Donc, nos principaux adversaires sont les Allemands, les Italiens ou les Espagnols. Donc, ils ont Ah, exactement. organisé cette concurrence à l'intérieur de l'Union européenne qui a été destructrice, en fait. C'est Exactement, elle est destructrice et en plus, on voit l'Allemagne qui nous tire dans les pattes, par exemple, de la France. Voilà, et de façon extrêmement mesquine, par exemple, pour qu'on ait une électricité chère en détruisant l'avantage nucléaire français, on le sait, en sponsorisant, en subventionnant des associations écolo anti-nucléaires en France, en se battant à l'Union européenne pour que le nucléaire ne soit pas autorisé pour plein de choses, ne soit pas favorisé, soit défavorisé par rapport aux énergies renouvelables, en faisant monter le prix de l'électricité en France. Voilà, l'Allemagne nous tire dessus, donc c'est profondément négatif, quoi, en fait. Ça. C'est Alors, on a quand même peint un tableau assez sombre, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a des solutions à tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France s'en sorte? En fait, il faut faire l'exact opposé de ce que fait l'Union européenne, c'est-à-dire avec une énergie chère, on ne peut pas s'en sortir, il faut remettre l'énergie à prix bas, c'est-à-dire faire en sorte notamment que notre électricité soit divisée par deux en sortant du marché européen de l'électricité, puis en arrêtant d'investir sur des énergies renouvelables qui ne servent plus à rien. L'autre chose, c'est réduire la complexité, parce que l'autre problème de l'Union européenne, on n'en a pas parlé, mais c'est les normes européennes, qui est l'inflation gigantesque des normes européennes que la France est obligée de transposer comme les autres pays. Ça a deux problèmes. Ça crée de la complexité et donc de la bureaucratie dans les entreprises ingérables. Et puis, ça Un fait des coup? coûts. Des coûts. Alors, j'ai deux exemples intéressants. Il y a l'exemple des voitures. On voit que les voitures, il n'y a plus de petites voitures européennes pas chères. Pourquoi? Parce que l'Union européenne impose, par exemple, là, elle impose une caméra au volant pour vous regarder et regarder si vous n'allez pas vous endormir. Elle impose aussi, je crois, tout un tas d'équipements de sécurité comme les franchissements de lignes blanches sur les nouveaux véhicules. Donc tout ça, ça finit par avoir un coût. Et le patron de Renault disait que tous ces coûts des normes européennes rajoutés de sécurité, entre guillemets, ça coûtait 40% de plus ces véhicules.
Voilà, donc ça a un coût et vous le payez directement par des prix de voitures très chers avec des options qui vous intéressent absolument pas en plus. Hein. Euh, Et il y a en plus des taxes sur certains véhicules qui... j'ai vu le 5008 de Peugeot, il est quasiment invendable en France du fait du malus, alors ah qu'il est oui, fabriqué en France. C'est... scandaleux, totalement scandaleux. L'autre chose, par exemple, et ça se répercute sur les coûts de la viande. En France, on a vu les coûts de la viande à qualité équivalente prendre 40 ou 50%. Voilà. J'ai discuté avec mon boucher, j'ai discuté avec Sébastien Béraud, qui est éleveur, et en fait, j'ai compris la chose. C'est qu'avant, les producteurs de viande, ils arrivaient à vendre, comme Sébastien Béraud, ils pouvaient vendre de la viande à 5 euros la carcasse, 5 euros le kilo pour la carcasse, ils s'en sortaient. Mais avec les normes européennes qui se sont amplifiées, les coûts qui se sont amplifiés, ils ne s'en sortent plus. Maintenant, il faut du 7,50 euros, 50% plus cher pour s'en sortir. Et je lui dis, ben, donne-moi des exemples. Et ben, il me dit, ben, par exemple, les tracteurs avec des capteurs, avec le système pour récupérer l'azote, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, de liquide pour récupérer l'azote, et tous ces capteurs, en fait, ils ont fait x2 en prix. Le tracteur, il coûtait 80 000 euros, maintenant 160 000 euros. Tu vois que ça fait monter le prix de ton kilo de carcasse, parce que 80 000 euros, il faut les amortir sur des tonnes et des Oui, tonnes de oui, viande. ce sont généralement des prêts, donc C'est ça. C'est ça. Donc, ça coûte une fortune. Donc toutes ces normes européennes, ça fait des coûts partout qui finissent par s'additionner où on n'arrive plus à s'en sortir, très clairement. Et puis, bien sûr, il y a ce libre-échange qui est érigé en religion, qu'on fasse du commerce avec les autres pays, bien sûr, mais d'abord l'intérêt national. Si les voitures électriques chinoises vont nous écraser, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de voitures électriques chinoises en Europe. Hein. De toute manière, on a une bonne raison. On a le droit d'avoir un commerce équilibré avec la Chine, alors que là, on importe tout de Chine et on n'y exporte rien. Il faut un État stratège. C'est ce qu'on expliquait. Le fait que Alstom ait pu créer le TGV, que Airbus ait pu créer l'A320, bah, tout ça, ça a été de l'État stratège. Au départ, appuyé par de l'aide à la recherche et à l'innovation par l'État français, par milliards, avant que ça rapporte. Il faut quand même voir qu'une boîte comme Airbus, on y a mis quelques milliards d'euros, la France, mais ça rapporte 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je ne te dis pas en termes de TVA, de cotisation sociale, c'est des dizaines de milliards d'euros que ça rapporte par an à la France. Donc, c'est oui, oui. extrêmement rentable. Et puis, la commande publique qui doit être réservée aux entreprises nationales, où là, on pourrait créer des choses très intéressantes. Par exemple, en France, toutes les lignes de train qui ne sont pas électrifiées, qui sont des lignes à train diesel, pour se passer de diesel et faire en sorte que ce soit des lignes propres, bah, on pourrait faire des lignes hydrogène. Ça coûte trop cher de les électrifier. Il y a des trains hydrogène Alstom qui n'attendent qu'une chose, d'être fabriqués par les ouvriers d'Alstom à Belfort et d'être commandés pour remplacer les trains diesel sur une durée de 10 ans, par exemple. Et on lance une filière, non seulement le train hydrogène, mais aussi toute la filière hydrogène, du transport des piles à combustible. Voilà comment on crée de la richesse dans un pays, voilà comment on crée de la production. Puis évidemment, la dernière chose, c'est d'évaluer l'euro, puisque la Chine dévalue sa monnaie sans arrêt, la Corée du Sud dévalue sa monnaie pour être compétitive sans arrêt. Il faut qu'on dévalue donc notre monnaie nationale, donc faut pas l'euro, mais le franc qu'on retrouvera pour débloquer la production. Bah, Pour là, s'enrichir, il faut produire. il y a un mot qu'on a oublié Mhm. de prononcer. Ça s'appelle le Mhm. Frexit. Ah oui, tout ce qu'on a dit là, c'est le Oui, Frexit. le Voilà. Frexit. Tout ce qu'on a dit là, normes européennes, libre-échange, État stratège, commande publique, c'est le Frexit, Est-ce évidemment. qu'on a des exemples dans l'histoire de pays qui étaient vraiment dans une situation dramatique et qui se sont relevés en quelques années? Bah, on a un exemple, et c'est parce que les Français sont déprimés à force de voir depuis 20 ans la France qui plonge, la France dirigée par des ânes qui plongent. En fait, si la France plonge, c'est parce que nous sommes dirigés par des ânes et des gens corrompus aussi. Il y a un grand pays qui était dans le même cas que la France, c'est l'URSS, en fait, la Russie post-URSS. De 1991 à 1998, elle est dirigée par un ivrogne, Boris Yeltsin, en plus vendu aux intérêts américains. Donc, eh bien, la Russie a plongé à un tel point que les Russes mangeaient mal, avaient des problèmes même à se nourrir, que les femmes Famine. russes ne faisaient plus d'enfants. Il n'y avait plus de familles créées parce que de toute façon, c'était une telle bérésina économique que les gens ne faisaient même plus d'enfants, ne se mariaient plus, que les hommes mouraient à 50, 55 ans d'alcoolisme. C'était ça la Russie.
avec une crise de dette publique gigantesque à la fin en 1998, le rouble qui s'effondre, et puis d'un coup, ils sont plus dirigés par des ânes, c'est Evgeny Primakov qui prend la tête du gouvernement russe, puis Poutine juste après, et il redresse la Russie. La Russie, maintenant, elle fait la nique aux États-Unis. Elle est capable de faire des missiles hypersoniques que les Américains ne sont pas capables de faire. Il y a un ou deux pays au monde qui sont capables, ils sont sans doute les meilleurs, les Russes, là-dessus. Ils ont développé leur production, leur agriculture, leur industrie, et discuter avec les gens qui sont en Russie. Moi, je discute avec des Français qui sont partis en Russie, qui reviennent en France en vacances. Ils disent le pouvoir d'achat, voilà, est très bon. C'est le plein emploi. En fait, il n'y a pas de chômage, quasiment chômage résiduel, donc 2% de la population au pire. Les salaires ne font qu'augmenter, le pouvoir d'achat a augmenté, et c'est pas d'emploi. Donc on voit l'exemple. Et la France peut faire la même chose. En sortant de l'Union européenne, on vire aussi tous les européistes qui sont au pouvoir, hein, parce qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais il faut virer tous les politiques européistes, les Oui, ânes, oui, les corrompus. oui. Et surtout que euh, même ceux, il existe des européistes sincères, j'en ai croisé, ils ont leur logiciel qui les empêche de, de résoudre les problèmes. Parce qu'ils vont toujours utiliser les vieux arguments, les vieux mécanismes de libre-échange, le monde ultralibéral. Ils ne comprennent plus du tout le monde dans lequel ils vivent. Dans un monde multipolaire, un monde justement où il y a de nouveau des frontières. Voilà, ils ne Ah sont oui, plus le problème, adaptés en c'est fait. que oui, ces gens-là, en fait, ils ont été élevés dans la logique de la mondialisation permanente, néolibérale, qui va de plus en plus loin. Et c'est exactement l'inverse qui fonctionne. On voit bien que la Chine se développe. Par exemple, la Chine est en train d'essayer de concurrencer les États-Unis sur les machines de puces de pointe et les puces de pointe. Bah, ils font de l'État stratège. Voilà. Et comme l'Union européenne interdit l'État stratège, la production, la préférence nationale, ces gens sont dans ce logiciel. Ils peuvent que nous planter. Ils nous planteront. De toute manière, leur intérêt, ce n'est pas la France. L'Union européenne, qui a été une machine à détruire les pays d'Europe, elle a créé, c'était aussi une machine à créer des gens corrompus et qui ne servent pas leur pays, très clairement, qui servent principalement voilà, l'Union européenne et surtout leur intérêt personnel. Si on se passe de ces gens-là, si les Français décident enfin, je pense qu'ils ne sont pas très très loin, de virer ces Gabriel Attal, Macron, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, tout ce logiciel de pensée européiste, ah oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, on peut faire repartir la production nationale, on la fera repartir, et un grand pays comme la Russie a montré qu'elle pouvait être très bas et rebondir. La France rebondira. Et le succès appelle le succès, une ambiance positive, optimiste, et le pays pourra rebondir, quoi. Ouais, parce que nous avons que d'atouts en France. Bien C'est sûr, bien sûr. Mais là, on a une vraie chose à lutter, c'est la déprime des Français. Les Français croient plus en eux-mêmes, mais ce qu'il faudrait qu'ils y pensent bien, c'est pas en nous-mêmes qu'il ne faut pas croire, c'est dans ceux qui nous ont amenés au désastre, les ânes battés qui nous ont amenés au désastre et les corrompus, les Macron, les Hollande, les Sarkozy, les Chirac, voilà, tous les Balladur, les Mitterrand, tous ceux qui nous ont enfoncés dans le logiciel post-national. euh, dans les entretiens, moi, j'appelle ça les réseaux socialistes. Et j'ai souvent des gens qui me disent, il y a les LR. Mais les LR et les socialistes, pour moi, c'est un même ensemble, hein. C'est ce qu'on appelle les européistes. Et ce sont les mêmes réseaux aujourd'hui. Il suffit d'ailleurs de les voir voter, de se réunir pour voter certaines lois ou empêcher l'alternance politique. Bien, Exactement. Et Bruno Retailleau qui va en Ukraine au moment où l'Ukraine fête, hein, a rapatrié le corps de André Melnik, un criminel qui épouvantable. a participé au massacre de Juifs en Ukraine. Voilà, bah, il a mis le genou à terre comme d'habitude. Ils sont dans la même logique, hein. Ils sont dans la même logique, soumis à l'étranger et dans une idéologie post-nationale. Bruno Retailleau, les LR ne sont pas pour la nation. Ils sont pour l'Union européenne et la dissolution de la nation, bien qu'ils disent le contraire. Rotaillot, c'est quelqu'un qui n'a cessé de trahir tous les gens qui l'ont élevé. Voilà. C'est une succession de trahisons derrière Rotaillot. Eh Et bien, derrière, il trahit la France. et derrière, il trahit la France, bien évidemment. Merci beaucoup, Philippe, pour cette analyse passionnante. À bientôt pour un nouvel entretien. Avec plaisir. À bientôt.